Salut à tous et bienvenue dans cette émission dans laquelle j'ai envie de parler des marques parce que je viens de tourner une vidéo sur la chaîne Zone Bourse cette fois-ci à propos des difficultés de Kering et notamment de sa plus grosse marque, c'est-à-dire Gucci. Et évidemment, dans le luxe, surtout quand ça va pas bien, mais aussi quand ça va bien, le problème vient principalement de la désirabilité de la marque. Vous savez, c'est vraiment ce qui est mis en avant à chaque annonce de résultats, que ce soit par Bernard Arnault, que ce soit par Pinault, etc. Du côté d'Hermès aussi, c'est la désirabilité. D'ailleurs, c'est assez marrant. Si vous allez voir dans la dernière annonce de résultats de LVMH, c'était quasiment tout au début du call que Bernard Arnault a dit que 2023 a permis d'établir de nouveaux records et premièrement en termes de désirabilité parce que c'est le premier critère avec lequel ils évaluent l'efficacité de leur marque. Donc cette désirabilité, on voit, c'est vraiment un critère clé et c'est justement ce qui manque à Gucci. Et le problème quand une marque commence à perdre sa désirabilité, c'est que c'est direct, dans le luxe en tout cas, et on va voir que ce n'est pas forcément le cas pour toutes les marques dans tous les domaines, mais dans le luxe, en tout cas, ça se paye cash. On l'a vu avec les moins 18% de Gucci au premier trimestre 2024. Et c'est ça justement qui m'a fait réfléchir à l'aspect avantage compétitif, avantage concurrentiel ou moat, vous savez, c'est la manière dont l'appelle Warren Buffett, des sociétés de luxe. Parce que normalement, quand on a un moat, alors je vais plutôt employer ce mot-là qu'avantage concurrentiel, mais c'est équivalent. Quand on a un moat, ça veut dire qu'on est censé être protégé. Moat en anglais, ça veut dire douve ou fossé de protection, etc. Et c'est un mot qui a été employé par Warren Buffett pour désigner l'avantage concurrentiel parce que c'est assez parlant. Il faut imaginer l'entreprise comme un château fort. Elle est attaquée par ses concurrents et plus vous avez un fossé large, plus vous avez des chances de vous en sortir et de pouvoir vous défendre pendant un certain temps. Parce qu'en fait, il n'y a aucun moat qui peut durer pendant 100 ans. Il y a forcément à un moment des concurrents qui vont vous attaquer, qui vont réussir, mais plus vous avez du temps devant vous, plus ils vont être ralentis par ce moat, par des tourelles, par des murs qui sont hauts, etc., mieux ça ira. Et justement, l'émission d'aujourd'hui, c'est pour discuter de ce fameux moat dans le luxe, parce que la manière dont Gucci est en train de chuter et la vitesse à laquelle Gucci est en train de chuter, ça montre que ce moat, cet avantage concurrentiel, il est finalement pas aussi fort que ça dans le luxe et il protège pas si bien que ça. On dit traditionnellement que dans le luxe, le moat, c'est la marque, c'est ça qui est inattaquable et je comprends un peu l'idée, c'est-à-dire que quand on regarde Hermès, quand on regarde Chanel, quand on regarde Ferrari, c'est évident qu'on ne peut pas recréer Hermès en 2-3 ans, on ne peut pas recréer Chanel, Ferrari, Louis Vuitton, n'importe quelle marque Rolex, etc. On ne crée pas ce type de marque, on ne crée pas ce type de marque très rapidement. Ça met des décennies, une histoire, beaucoup de temps pour les installer. Mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas disparaître très rapidement. C'est là où on prend un raccourci très souvent, c'est qu'on se dit comme c'est très très long d'installer une marque, on est protégé. Non, parce qu'il y a d'autres marques qui sont là, qui elles aussi sont installées et ce ne sont pas des nouvelles marques qui ont attaqué Gucci. Ce qui a fait du mal à Gucci, c'est que les clients sont partis sur les marques déjà existantes. Donc on est d'accord qu'il n'y a pas de nouveaux entrants rapides dans le luxe. Donc ça, effectivement, c'est une protection. Ça, effectivement, ça fait partie du moat. Mais n'empêche que vous pouvez perdre votre désirabilité très, très vite. Et dans ce cas-là, ça fuit directement chez tous vos concurrents. Et ce mythe derrière, je dis mythe, il y a une partie qui est vraie, mais ce mythe derrière le moat des marques de luxe, ça vient beaucoup aussi des objets iconiques. On va dire, ah oui, mais il y a le sac Kelly, il y a le sac Birkin, il y a, je sais pas, la Rolex Submariner, il y a le trench coat de Burberry, etc. Ces trucs-là, ils seront toujours à la mode, ils seront toujours là. Ça va être des intemporels, on va dire. Donc ça, c'est un côté inattaquable. Mais le problème, c'est que malgré tout, dans toutes ces boîtes-là, il y a une composante mode. Il faut malgré tout prendre les bonnes décisions stratégiques. C'est pas parce que vous êtes une grande marque que vous pouvez vous cacher derrière la mode et éviter la mode et dire nous, de toute façon, on n'a que des modèles iconiques et on va absolument pas bouger, on va absolument pas innover. On va garder que des actrices iconiques, des grandes stars de cinéma classiques, très classiques, l'européenne ou l'américaine, les cheveux longs, blond, brune, etc. Ça va être comme ça qu'on va vendre des parfums ou des robes de haute couture. Non, il faut aussi suivre la société moderne, il faut aussi être un peu dans la pop culture, etc. Et c'est là où il y a toujours un arbitrage compliqué dans les boîtes de luxe avec, il y a les rappeurs, les basketteurs, etc. C'est ça que regardent les jeunes aujourd'hui, c'est eux qui sont les influenceurs du moment. Est-ce qu'il faut qu'on aille de ce côté-là? Et on le voit, la réponse aujourd'hui, en tout cas chez la plupart des marques, c'est oui. Alors,
plus ou moins avec des pincettes, mais Louis Vuitton, par exemple, n'hésite pas à être avec des rappeurs, avoir Pharrell Williams qui fait ses collections, etc. Et c'est là où on est sur une ligne un peu fine, ligne qui a été mal respectée par Gucci. Eux sont vraiment allés du côté extravagance, etc., street, etc. Ils sont tombés ils ont perdu l'aspect luxe indémodable, mais n'empêche qu'il y a toujours ce risque. Et si vous décidez, si vous voulez absolument pas prendre le risque de la mode et rester sur purement de l'indémodable, les vieux classiques, etc., vous pouvez malgré tout vous rester ringardisé. Donc on ne peut pas dire que toutes les marques de luxe sont immunisées, c'est pas vrai. Il faut tout le temps, entre le luxe classique et le luxe plus trendy, plus branché, il faut toujours naviguer entre les deux. Et le problème aussi, c'est que ce côté soit ringardisation pour une boîte de luxe qui serait restée trop dans le côté traditionnel, ou bien le côté on est allé trop loin comme Gucci, qui est allé un peu trop dans le côté extravagant, etc. Le souci, c'est que ça, même en suivant la mode de près, on a du mal à le savoir avant les chiffres. Moi, par exemple, je ne suis pas du tout un fan de mode, mais je suis ça pour la bourse. Et moi, c'est les chiffres qui me disent « Ah ben là, ça se passe pas bien pour telle marque ou pour telle autre, ou au contraire, c'est vraiment une marque à la mode. » Mais même quelqu'un qui suit la mode et qui est, par exemple, en Europe, il va avoir beaucoup de mal pour savoir que Gucci, c'est ce qui plaît en ce moment à la génération Z chinoise, puis à voir que ensuite c'est passé de mode chez la génération Z chinoise. C'est pas évident de savoir ce qu'un jeune Chinois de 24-25 ans est en train d'aimer ou pas. Ça se passe très vite, ça change très vite. Donc, d'ailleurs, dans ma prochaine vidéo Zone Bourse, je parlerai de ça, de comment essayer de capter les débuts de trend rapidement du côté des modes, mais c'est vraiment pas facile. Donc moi, qui suis pas la mode, c'est les chiffres qui me le disent, mais même les gens qui sont dans le domaine, c'est pas évident de le savoir. Donc qu'on soit bien d'accord, tous les moats, tous les avantages concurrentiels peuvent être attaqués, peuvent tomber, mais on l'a vu à des vitesses différentes. Et selon moi, le luxe, c'est un moat qui est plutôt fragile, surtout quand il y a que la marque, mais c'est ça qu'on va voir, parce que je vous disais qu'une marque forte, ça fait partie des avantages concurrentiels, mais c'est un des avantages concurrentiels parmi d'autres et probablement pas le meilleur, mais c'est justement ce qu'on va regarder. Donc je vous redonne les principaux avantages concurrentiels. Ils ne portent pas toujours le même nom, mais globalement on tourne toujours autour des mêmes idées. En premier, on a l'effet réseau. Je dis en premier, c'est pas forcément qu'il soit mieux que les autres, mais c'est probablement l'avantage concurrentiel qui est le plus visible à l'heure actuelle. Donc ça, c'est Meta, c'est Alphabet, c'est eBay, c'est Visa, c'est Mastercard, etc. L'idée, c'est que plus on a de clients, plus le produit est intéressant. Si vous voulez recréer Le Bon Coin ou eBay ou appeler n'importe quelle plateforme d'échange, au début ça va être extrêmement compliqué parce que vous allez trouver peut-être quelques vendeurs mais vous n'aurez pas d'acheteurs, et quelqu'un qui veut aller sur un site de petites annonces, plus il y a d'annonces, plus vous allez avoir de vendeurs et d'acheteurs à la fois. Même chose évidemment sur les réseaux. Pourquoi est-ce que Facebook met autant de temps à... j'allais dire disparaître, c'est pas disparaître, mais à se ringardiser? C'est que malgré tout, c'est le réseau sur lequel vous avez le plus de monde aujourd'hui sur la planète, enfin, à ma connaissance, ou en tout cas depuis les derniers chiffres que j'ai vus. Donc forcément, ça attire les gens, en tout cas, si on enlève la dernière génération, même si si vous trouvez le réseau ringard, etc., vous êtes sûr de trouver la plupart des gens là. Donc peut-être qu'il y a des gens que vous n'allez pas trouver sur d'autres réseaux, vous allez être obligé de vous connecter là pour les contacter. Même chose évidemment sur des Alphabet, la partie pub ou search. Enfin bon, plus vous avez de monde qui vient, plus vous allez avoir des annonceurs qui vont venir là, et puis plus vous allez avoir des recherches pertinentes, et plus les recherches seront pertinentes, plus les pubs seront pertinentes, blabla. Même chose évidemment pour Visa, un commerçant qui a besoin d'avoir 2-3 moyens de paiement, il va d'abord mettre Visa, Mastercard, potentiellement Amex, avant d'autoriser des Apple Pay et d'autres choses, ou de paiement en Bitcoin ou peu importe. Ensuite, on a les coûts de substitution, voilà, les switching costs. Donc là, j'ai mis les banques, j'ai donné l'exemple de Microsoft, ça c'est vrai pour tous les clouds. Une fois que vous avez toutes vos photos, encore pire pour les entreprises, tout ça sur des serveurs Microsoft, Amazon, peu importe, c'est un cauchemar de transférer, même les comptes bancaires. Souvent, on est dans une banque, on va peut-être ouvrir un autre compte bancaire ou un troisième compte bancaire, mais on va peut-être garder ce compte-là
parce qu'il faut, pour sortir de là, peut-être que vous avez un crédit immobilier, peut-être que vous avez des prélèvements dans tous les sens, etc. Donc, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué, ça coûte cher de changer de banque. Les logiciels qui sont, surtout les logiciels B2B, logiciels d'entreprise type Salesforce, quand vous avez tout votre CRM, tout votre fichier client qui est géré par Salesforce, c'est aussi un cauchemar de transférer de l'un à l'autre. Donc ça, c'est extrêmement bon, les coûts de substitution, puisque les gens, c'est ce qu'on appelle les sticky business, où c'est compliqué de changer. Ensuite, la propriété intellectuelle, ça c'est pas mal aussi, bien sûr, brevets, droits d'auteur, typiquement les entreprises pharmaceutiques, Disney avec le catalogue de films qu'ils ont, ça peut être des catalogues de musique, voilà, Netflix aussi qui crée sa propre production, c'est évidemment quelque chose qui va permettre de mettre la concurrence à l'écart. Les avantages en termes de coûts, ça c'est très classique, c'est très ancien aussi, des Costco, Xiaomi, McDo, Coca-Cola, etc. Ce qui est intéressant, c'est que là je vous mets des noms, mais Coca-Cola par exemple, ils ont bien d'autres atouts que juste l'avantage en termes de coût, l'économie d'échelle. Ils ont une distribution qui est au top, ils ont une marque qui est surpuissante, etc. Justement, on en vient ensuite aux marques. Donc là, je vous parlais de Gucci, Vuitton, Hermès, toutes les Dior, Chanel, etc. Donc là, on a évidemment les marques de luxe, mais pas que. On a évidemment Apple, Samsung, Google, etc. YouTube, même YouTube, c'est une marque aujourd'hui, c'est une vraie marque qui compte. Amazon aussi. La marque, c'est pas juste du prestige. Amazon, ça signifie livraison rapide dans la tête des gens, ça signifie service client impeccable, etc. Retour produit facile. Donc voilà, la plupart des géants, évidemment, des géants du numérique ont des marques hyper puissantes. Les réglementations, donc c'est tout ce qui est service public, ceux qui vont faire désolé, je trouve pas mes mots, mais waste management, par exemple, aux États-Unis, qui va gérer donc le recyclage, les poubelles, etc. C'est compliqué pour être agréé, pour être sur les listes d'appels d'offres, c'est des contrats long terme, etc. Évidemment, FDJ, la Française des Jeux, enfin ex-Française des Jeux, c'est un monopole, mais un monopole d'État. Donc, vous ne pouvez pas aujourd'hui concurrencer la Française des Jeux sur son domaine. Dans la défense aussi, des Lockheed Martin qui vont vendre de la défense à l'armée américaine. L'armée américaine ne peut pas acheter n'importe où. Elle a une liste de personnes qui peuvent lui fabriquer des armes. Ils ne vont pas aller chez les Chinois ou chez les Russes. Donc, ça limite énormément la concurrence. Donc, c'est un moat, donc c'est un fossé parce qu'elle ne va être en compétition qu'avec quelques autres entreprises d'armement, mais la concurrence va être extrêmement limitée par cette réglementation. Il y a la partie écosystème aussi. Apple, c'est bien sûr le roi. Si vous avez un iPhone, un iPad, vous avez vos données sur la cloud, vous avez l'Apple Watch, etc. Tout ça tourne ensemble. Donc même si à un moment la nouvelle montre par exemple est pas au top et je sais pas, la nouvelle Samsung est mieux, vous allez peut-être garder la montre, l'Apple Watch, parce qu'elle est liée à votre iPad, à votre téléphone, à votre ordi, etc. Tout tourne ensemble. Donc voilà, même si c'est un petit peu en dessous, Apple va être protégé des concurrents. Et on voit bien ici que tous ces avantages concurrentiels ne se valent pas. Je prends l'exemple des coûts de substitution. Un coût de substitution, c'est physiquement difficile de ne plus être client de cette entreprise. Si vous avez, je ne l'ai pas dit, mais par exemple Air Liquide va avoir des énormes pipelines qui vont aller qui vont acheminer le gaz vers, par exemple, je sais pas, des fonderies d'acier. Vous ne changez pas de contrat avec Air Liquide comme ça. Les contrats, d'ailleurs, la plupart dans l'industrie sont à très long terme. Donc, quelqu'un qui va acheter son gaz chez Air Liquide ne va pas du jour au lendemain pouvoir l'acheter chez Linde ou Air Product. Donc là, on voit qu'on est vraiment à des années-lumière d'une marque comme Gucci, où on peut d'un côté, du jour au lendemain, arrêter d'acheter Gucci pour acheter du Chanel. Microsoft, c'est aussi un très bon exemple. Microsoft, alors il cumule la marque, il cumule l'effet réseau, il cumule les coûts de substitution, etc. Microsoft, pourquoi c'est un super exemple? Parce que c'est une boîte qui reste au top depuis des années, alors que pendant de très nombreuses périodes, ils ont eu des produits qui n'étaient pas au top. Et pourquoi ils ont survécu malgré ces produits qui n'étaient pas au top? Parce que les gens étaient obligés d'acheter leurs produits. On était obligé d'avoir Excel, Word, etc. pour que tout soit compatible, etc. Parce qu'il faut utiliser le cloud Microsoft. On ne peut pas claquer des doigts pour en changer du jour au lendemain parce que Microsoft Office, etc. Donc, quand on est obligé d'être client d'une boîte, ça ne va pas, si les produits sont pourris, ça ne va pas durer éternellement, mais en tout cas, ça va s'éroder lentement. Parce que c'est ça le sujet de la vidéo, c'est à quel point un moat, à quel point un avantage concurrentiel peut s'éroder vite. Et c'est ça le point le plus important
important de cette vidéo. C'est de bien comprendre que, notamment quand vous avez plusieurs avantages concurrentiels. Je vous prends Visa. Visa, ils ont une marque. Visa, dans la tête des gens, c'est confiance, c'est connu, voilà, il n'y a pas de problème. Donc, vous avez la marque, vous avez un effet réseau. Vous savez que si vous n'avez qu'une seule carte Visa, vous allez pouvoir payer partout dans le monde, même au fin fond d'une station-service, au fin fond d'un pays, vous allez pouvoir payer avec votre carte Visa. Vous ne serez jamais embêté si vous avez une carte Visa qui marche dans votre poche ou Mastercard. Vous avez aussi des brevets, vous avez un avantage coût, enfin vous avez énormément de choses. Et même si Visa se fait disrupter, même s'il y a un nouveau type de paiement qui permet de bypasser, de complètement contourner Visa, ce sera très lent. Pourquoi ? Parce que, donc admettons qu'ils ont 50% de part de marché, la part de marché, elle va passer de 50%, 49%, 48%, etc. Ça va être ça les chiffres qu'on va voir en termes de baisse de part de marché, contrairement à une entreprise qui n'a que l'avantage concurrentiel de la marque. Je recite Gucci ou beaucoup de marques de luxe, mais tout le monde, ce n'est pas parce que vous êtes une marque de luxe que vous n'avez que cet avantage compétitif-là. Si je prends le cas d'Hermès, Hermès, c'est vraiment évidemment une marque de dingue, mais c'est aussi un savoir-faire qui est reconnu, notamment dans la maroquinerie. Voilà, c'est le top de la maroquinerie, le top du cuir, etc. Donc, je ne dis pas que leur avantage concurrentiel ne peut pas s'éroder, mais il va s'éroder plus lentement que l'érosion de Gucci parce que ce n'est pas juste la marque, il y a aussi d'autres choses à côté. Et si vous regardez les plus grandes marques du monde, vous allez voir qu'elles ont toutes une grosse marque. Ça, c'est certain. Hein. Donc là, c'est Apple, Microsoft, Google, Samsung, Amazon, T-Mobile, Accenture, Nvidia, Oracle, bon, peu importe, Disney, TikTok, Facebook. Bon, bref, là, c'est un classement des grandes marques. Donc, elles ont tous des super marques. Mais la plupart, se cumulent. Donc, Apple, on l'a dit, vous avez donc marque plus écosystème, plus, on peut dire, réseau de distribution, avantage coût d'un certain côté parce qu'ils arrivent à avoir, ils ont de tels volumes qu'ils arrivent à avoir des prix, ils arrivent à tirer les prix vers le bas. Donc écosystème, on l'a dit, coût de substitution parce que si vous devez, ils ont aussi du cloud, etc. Donc c'est voilà, il y a un côté qui rend très difficile de faire baisser les parts de marché d'Apple. Ça peut arriver, mais ce sera plus lent évidemment que dans le luxe. Amazon, super exemple. Amazon, je vous l'ai dit, hein, il coche énormément de choses et c'est vrai pour à peu près toutes les marques qu'on a à l'écran. Walmart, c'est un nom. Walmart, c'est les coûts. C'est aussi une super image de marque en termes d'employeurs. Je vois Netflix. Netflix, oui, je vous ai parlé rapidement du catalogue produit, mais il n'y a pas que ça, parce que Netflix, ça marche aussi par abonnement. Donc, quand vous marchez par abonnement, il y a aussi un effet sticky, un effet, désolé, je cherche le mot, mais un effet où voilà, c'est un peu collant. En fait, on sait très bien qu'on a tous des abonnements comme ça de quelques euros qui vont continuer, même si on n'est plus fan du service, même si on ne l'utilise plus. Donc, si à un moment Netflix commence à avoir un catalogue qui tourne un peu en rond, ils vont perdre lentement des parts de marché. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'aspect abonnement. Et j'en reviens aux marques de luxe. Là, c'est un claquement de doigts. C'est quelques achats par an. C'est pas comme si du Gucci, on en achetait, 3 fois par semaine. C'est des achats ponctuels. Même un gros acheteur de luxe, il va acheter du Gucci peut-être 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois dans l'année. Il ne va pas l'acheter 50 fois. C'est pas un achat quotidien. Et évidemment, il n'aura pas d'abonnement à Gucci. Évidemment, ça ne coûte rien du jour au lendemain d'acheter là où sur 10 achats de luxe, on achetait 3 Gucci. Si ça passe à 1, on perd 66% de vente d'un coup. Donc, c'est extrêmement violent en fait quand on n'a que la marque. Et point aussi qui m'a sauté aux yeux pour finir là-dessus sur l'avantage concurrentiel des marques au sein du monde du luxe, c'est que je n'avais pas réalisé à quel point le directeur artistique, parce que je vous le disais, hein, je ne suis pas fan de luxe, j'aime beaucoup les actions du luxe et le secteur du luxe d'un point de vue financier, mais pas spécialement, ou même pas du tout en tant que consommateur, c'est de voir l'impact du directeur artistique. Donc là, l'impact qu'a eu Alessandro Michele à la fois dans la montée de Gucci et dans sa chute, et maintenant le pari qui est fait sur le nouveau directeur artistique, on voit qu'on a, et c'est très très rare, hein, quand on parle d'avantage concurrentiel chez Apple, Google ou Microsoft, on n'a pas cet aspect, ce qu'on appelle un key man risk, hein, c'est-à-dire un risque sur une seule personne, alors que le luxe a ça malgré tout, c'est-à-dire que si vous avez un directeur artistique qui à un moment prend la mauvaise direction, ça prend beaucoup de temps avant de faire revenir le paquebot dans le droit chemin. Et d'étudier Kering, en fait pour moi Kering c'est vraiment le cas d'école
de ce qui peut mal se passer dans le luxe et entend, alors moi, oui, j'aurais peut-être dû le dire en début de vidéo, mais je pense que vous le savez parce que j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Moi, je suis actionnaire de LVMH et accessoirement L'Oréal, même si L'Oréal, pour moi, c'est pas du luxe. Et c'est vrai que j'ai tendance à oublier un peu cet aspect risque dans le luxe, mais il faut bien voir que Kering est beaucoup moins diversifié que LVMH et c'est pour ça aussi que je suis très content d'avoir cette diversification côté LVMH, même si LVMH, on le sait, est très dépendante de Louis Vuitton, mais quand même pas au point de Kering avec Gucci. Donc voilà, je trouve ça intéressant, cet aspect avantage concurrentiel. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si pour vous, le luxe a un vrai moat, ça a un vrai avantage concurrentiel ou c'est un peu une idée, une chimère qu'on se fait et que dans les faits, ça peut disparaître du jour au lendemain. Voilà, merci à tous pour votre fidélité. N'hésitez pas toujours à me mettre des idées de vidéos en commentaire, ça m'intéresse toujours. Allez, ciao, à bientôt.